On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Journée mondiale du refus de la misère qui va se tenir chez nous pour une 8e année au Parc Beaulieu. C'est mardi prochain. Plusieurs activités. Il y a aussi un dîner gratuit, une marche silencieuse pour prendre conscience de tout ça. Mais d'abord, on vous parle d'un investissement majeur, 7 millions de dollars, création d'une quinzaine d'emplois d'ici 2 ans. Chez Batelec à Iberville, on déménage sur un nouveau terrain dans une nouvelle bâtisse dans le parc industriel d'Iberville. Quand on a de bonnes nouvelles économiques, on aime toujours ça, évidemment, vous les expliquer, vous les présenter. Dans la région, on parle d'un investissement important, 7 millions de dollars, création d'une quinzaine d'emplois. C'est une compagnie d'ici qui actuellement est en nette progression. On parle de Batelec. Avec nous pour en parler, M. Philippe Perron. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Tout d'abord, peut-être nous faire un bref historique de cette entreprise qui est parmi nous quand même depuis un certain temps. Puis après ça, on pourra aborder un peu le sujet même du développement de la compagnie. Mais ça a commencé comment? Bien, ça a commencé au début des années 90. Mon père a racheté une petite compagnie locale. Dans le temps, ça avait 5 employés. Puis on a commencé à développer le marché québécois tranquillement, pas vite dans les alentours. Notre première grosse hausse fulgurante, c'est à la fin des années 90. On a acheté une compagnie, on a parti une compagnie de chargeurs qui jumelait qu'on avait maintenant les produits de chargeurs et de batteries. À partir de là, on a eu notre premier gros envol qu'on peut dire que maintenant, on était rendu un joueur majeur au Québec à partir de là. Puis on était rendu avec un plan aussi à Montréal. Au milieu des années 2000, on commençait à trouver que notre niche au Québec s'était rendu petit un petit peu. On commençait à chercher un produit qu'on pourrait distribuer à travers le restant du Canada puis les États-Unis, parce qu'à cause de la branche des chargeurs, on avait beaucoup de contacts à travers l'Amérique du Nord, mais on était confinés avec les batteries à rester toujours dans le marché local du Québec. Et puis, on est allé à un show de manufacturing, le plus gros de manutention en Amérique du Nord, à Chicago. Puis c'est là qu'on a rencontré une compagnie qui venait de Slovénie, qui s'appelle TAB. Puis on nous a fait part de ce qu'on pensait qu'on serait capable de faire à travers l'Amérique du Nord. Eux autres, ça faisait une dizaine d'années qu'ils essayaient d'intégrer le marché de l'Amérique du Nord. Et puis, ils n'étaient pas capables. Ils n'ont pas été capables pour X et une raison. Et puis, à partir de là, bien, ils ont accepté notre offre, puis on a commencé à développer le marché avec eux. Puis, à partir de là, c'est comme ça qu'on est rendu à une quarantaine d'employés là, présentement, puis que ça grossit tout le temps. Là. Donc, actuellement, une quarantaine d'employés. Exactement. Et une fois la nouvelle usine en opération, vous prévoyez embaucher quoi, une quinzaine de personnes une quinzaine d'autres, 15 à 20 nouveaux employés d'ici une période de 2 ans environ. On s'attend à être environ 60 à 65 employés d'ici 2 ans. Bon. Donc, vous fabriquez quoi au juste? Des batteries, des chargeurs de batteries, des chariots élévateurs qui sont alimentés par ces batteries? Peut-être nous expliquer, dans le fond, ce dans quoi vous œuvrez en ce moment. Oui, absolument. Dans le fond, si vous pensez venir acheter des batteries 2A là, pour votre manette de télé, là, on oublie ça. C'est des batteries qui pèsent 2, 3, 4 000 livres la batterie. C'est vraiment pour les chariots élévateurs. C'est fait de plomb. C'est très pesant parce que c'est ça qui fait le contrepoids sur un chariot élévateur. En même temps, c'est vrai. Oui. Et puis, on fait les chargeurs pour charger, des gros chargeurs industriels là, pour charger ces gros monstres-là. Là. Et ça sert principalement pour les chariots élévateurs? Oui, 98 de notre marché, c'est les batteries pour les chariots élévateurs. Donc, ce sont des chariots élévateurs électriques. Exactement. Alimentés par les batteries que vous produisez. C'est ça. Bon. Et ça vient ou peut aussi remplacer, parce qu'il faut être un peu familier avec le monde des usines, mais souvent, dans des grandes usines, on voit des chariots élévateurs qui vont aller chercher des produits, les redescendre. Mais il y a de cela plusieurs années, la majorité de ces chariots-là étaient alimentés au propane. Oui, exactement. Jadis, quand on a commencé au début des années 90, le ratio, c'était environ 50-50. 50 des chariots élévateurs qui étaient à batterie et 50 étaient au propane. Mais ça diffuse, le propane, ça diffuse des gaz là, qui sont un petit peu dangereux pour la santé. Maintenant, le ratio est rendu quasiment 80 électrique puis 20 au propane. Ouais. Donc, les chariots au propane vont probablement graduellement sortir. Oui, c'est ça. Il va toujours avoir une Ouais. petite niche pour les chariots au propane, mais de plus en plus, les chariots électriques. Mais même, vous me corrigerez, mais j'entendais dire que dans les arénas ou les Zamboni, les surfaceuses,
qui fonctionnaient au propane, on tend à vouloir les renouveler vers des Zamboni électriques, là. Exactement. C'est le même principe. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a une loi aussi qui est passée là, par rapport à ça. Je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas sûr à 100 mais en effet, là, les Zamboni sont rendus tout électriques. C'est quoi le défi de produire des batteries qui viennent alimenter les moteurs électriques des chariots élévateurs? Je présume que des chariots, il doit y en avoir de toutes les grandeurs. Oui, il y a toutes les marques. Là, toutes les marques. Comme Toyota, Nissan, c'est toutes des compagnies qui font aussi des chariots élévateurs. Nous, notre travail, c'est de trouver le bon voltage avec le bon ampérage, la bonne grandeur, le bon poids minimum pour chaque chariot. Mais si on a des quand une compagnie à Sherbrooke, à Saguenay, à Val-d'Or achète un chariot élévateur, quand il sort du magasin et il arrive chez eux, est-ce qu'il arrive déjà avec des batteries d'origine? Oui, oui. Puis souvent, c'est nous qui allons produire la batterie pour le manufacturier. Pour le manufacturier? Ouais. Puis après ça, bien, il y a souvent la durée de vie de la batterie va être un petit peu plus courte que la durée de vie du chariot élévateur. Fait que souvent, on évalue à 2 à 3 batteries par cycle de vie d'un chariot. Donc, Battelette existe depuis quoi? Une trentaine d'années, si on veut? Une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années même au total, parce que vous aviez racheté des compagnies. Oui, 45. Là, vous êtes établi actuellement sur le boulevard d'Iberville. Exactement. Et là arrive donc le fameux showcase à Chicago où vous rencontrez une compagnie qui souhaite s'implanter. Pour vous, ça devient une opportunité d'affaires. Et à quel moment se met en branle le projet de dire, bien voici, on est rendu à la croisée des chemins, puis là, bien, il faut s'agrandir, puis il faut progresser, là. Bien, je vous dirais que il y a environ 2 ans, on commençait à trouver parce que l'usine sur le boulevard d'Iberville, on a fait 3 agrandissements. Puis là, on était vraiment rendu à la capacité maximale sur la grandeur du terrain. Et puis, de plus en plus, avec le dernier agrandissement, c'est rendu de plus en plus plein. Puis maintenant, des fois, il faut sortir un petit peu de matériel dehors. Maintenant, on loue un autre entrepôt. C'est vraiment... Oui, puis aussi, bien, notre capacité de production dans cet endroit-là était rendue vraiment maximisée. Fait que c'est pour ça qu'il fallait vraiment aller dans quelque chose de plus grand, là, pour suivre la demande américaine. Bon. Et là, vous avez donc mis la main sur un terrain de 230 000 pieds carrés sur lequel vous allez accueillir donc une usine de 52 000 pieds carrés dans le parc industriel d'Iberville, mais le long de l'autoroute 35. Oui. Pour nous, c'était une chance incroyable de tomber sur ce terrain-là. Pour j'ai juste le mot exposure en anglais, la visibilité, mais pour la visibilité incroyable que ça va donner pour une autoroute qui fait Montréal-Boston, de voir tous les camions puis tous les dirigeants d'entreprise qui passent sur cette autoroute-là, pour nous, c'est une chance incroyable là, qu'on ne voulait pas laisser passer. Bon. Là, actuellement, les travaux ont commencé. En principe, au printemps, vous devriez être en mesure de vous installer dans la nouvelle usine? Oui, on prévoit aux alentours du mois de mai l'année prochaine. Mai 2018, c'est l'objectif fixé pour entrer dans la nouvelle bâtisse. Bon. Quand on regarde les nouvelles technologies, je comprends que vous êtes spécialisé dans les chariots élévateurs. En fait, vous fournissez des batteries pour les chariots élévateurs. Mais est-ce que pour vous, dans une échelle de 5, 10 ans, 20 ans, quand on essaie d'avoir une vision plus long terme, est-ce qu'il y a d'autres marchés auxquels vous pourriez vous attaquer? Parce que je présume que tout type de motorisation électrique a besoin d'une source d'énergie à batterie. Donc, que ce soit les chariots élévateurs ou autres. Oui, en effet. Mais il y a beaucoup de marchés, comme le marché souvent, les gens viennent nous voir. Es-tu dans les autos électriques? Souvent, ça, c'est comme plus un autre... C'est segmenté. C'est segmenté, exactement. Nous, on est vraiment dans les accumulateurs plomb-acide. Puis c'est vraiment des domaines différents. Fait que pour les prochaines années, je pense que pour les 5 à 10 prochaines années, on va encore rester vraiment dans le chariot élévateur. Dans le chariot élévateur. Oui, exactement. Bon. Là, en même temps, vous aviez une clientèle un peu plus locale. Là, dorénavant, vous allez tenter de percer le marché américain. Oui. Pour que les gens comprennent, c'est quoi le contexte concurrentiel dans lequel vous opérez? Parce que je présume que quand on opère au Québec, on connaît pas mal ses compétiteurs. Mais là, quand on opère de façon plus élargie, là, à la grandeur de l'Amérique du Nord, c'est quoi la compétition là-dedans? Bien, on était chanceux, comme je disais précédemment, que quand on a parti la compagnie de chargeurs à la fin des années 90, on a réussi à avoir une exclusivité avec une compagnie italienne de chargeurs. Puis ça nous a permis de voyager partout à travers l'Amérique du Nord. Puis on s'est fait énormément de contacts, on a appris à connaître des gens, on a fait beaucoup de sous-traitance
pour cette compagnie-là. Puis on a développé des nouveaux clients. Et puis, c'est ça qui a fait le bon mix avec la compagnie de Slovénie, c'est qu'on était capable d'ouvrir le marché avec tous les contacts. Il nous manquait vraiment juste le produit de batterie. Puis là, avec le mix batterie et chargeur, on est capable de répondre aux demandes de tous ces gens-là, des contacts qu'on s'est fait au fil des ans. Puis c'est pour ça qu'on est rendu avec des distributeurs à New York, à Chicago, dans le sud-est des États-Unis, en Floride, puis on a plusieurs autres projets sur la table. On est vraiment sur une belle lancée, on est vraiment contents. La chance est avec nous ces temps-ci. Quand on regarde l'évolution technologique par rapport aux batteries elles-mêmes, une batterie produite aujourd'hui, en 2017, doit probablement et nécessairement être plus performante qu'une batterie en 2010 ou en l'an 2000 ou en 1990. Quelle est l'évolution technologique à laquelle on fait face dans l'industrie de la fabrication de batteries industrielles? Pour être franc, il n'y a pas une énorme différence entre les batteries des années 2000 versus 2017. Une batterie reste une batterie. Une batterie reste une batterie. Ou il y a un petit changement technologique. Des batteries maintenant, partout à travers l'Amérique, partout à travers le monde, la technologie des batteries tubulaires a pris le dessus par rapport à la technologie nord-américaine qui sont les modèles à plaque. Et puis, dans le fond, nous, on a apporté cette technologie-là en Amérique du Nord. C'est ça qu'on a importé sur le marché. La grosse différence, c'est au niveau des chargeurs. Les chargeurs, eux, il y a eu une grosse progression dans les 10 dernières années. Maintenant, on a des charges normales, des charges d'opportunité, des charges rapides. C'est là que ça a changé. C'est là, c'est le domaine technique qui a changé vraiment, c'est du côté du chargeur. Bien, même, on le voit avec nos propres cellulaires. Il y a 10 ans, charger un cellulaire prenait une journée. Aujourd'hui, en 1 heure, on peut le recharger. Exactement. Donc, il y a une évolution technologique de ce côté-là. Est-ce que le poids des batteries également, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué avec le temps? Est-ce que c'est moins lourd? C'est un petit peu moins lourd. Le problème, on pourrait avoir des batteries beaucoup moins lourdes, mais le problème, c'est que ça reste que la batterie, il faut qu'elle fasse quand même le contrepoids. Quand votre chariot élévateur, si la batterie pèse rien, bien, au bout des palettes, la marchandise va faire balancer le livre par en avant, puis ça, on ne veut pas ça. Bon. Vous avez également des installations à Boisbriand, sur la Rive-Nord de Montréal? Oui, exactement. Un plan de 12 000 pieds carrés, puis c'est vraiment la division, c'est là qu'on a notre division R&D, recherche et développement, et de l'entreposage de chargeurs, justement. Également. Oui. Bon. Donc, des beaux projets à venir. Vous avez eu également le support du Conseil économique? Oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés dans ce beau projet-là. La Ville de Saint-Jean, le Conseil économique, la BDC, la Banque Royale, Investissement Québec. C'est tous des partenaires qui nous ont aidés grandement dans ce projet. Bien, longue vie à Battelec. Donc, Merci. investissement de 7 millions de dollars, création de 15 nouveaux emplois d'ici 2 ans, ce qui va vous porter à tout près de 60 employés au total. Nouveau terrain, donc, dans le parc industriel d'Iberville. Et donc, nouvelle usine là, qui devrait être terminée quelque part au printemps 2018. Merci beaucoup, puis longue vie, bonne chance. Merci, Eric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un événement, la Journée mondiale du refus de la misère, qui se tient cette année, le mardi 17 octobre, au parc Beaulieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de sport avec les candidats à la mairie. Oui, Michel Fecteau, Claude Marchand et Alain Laplante sont avec nous. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Mardi prochain, le 17 octobre, toujours au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la Journée mondiale du refus de la misère, organisée par ATD Quart Monde. 2 invités pour en parler. D'abord, Mme Lise Boulanger. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de M. François Massé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Expliquez-nous tout d'abord, Mme Boulanger, on vous pose la question à tous les ans, mais qu'est-ce que c'est ATD Quart Monde? Ce n'est pas super connu.
Mais Non, c'est quand pas- même, dans le monde des organismes, ça joue un rôle important. Ben, c'est bon de renouveler la mémoire à tous les ans. Parce que ATD, Carmont, ça veut dire Agir tous pour la dignité. C'est un mouvement international qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. On va lutter beaucoup contre les préjugés aussi. Parce que les gens qui vivent la pauvreté ont beaucoup de jugements qui se fait sur eux. Et puis, on a un regard de mépris parfois. C'est que nous, on lutte contre ça. C'est important. Puis le 17 octobre, c'est la journée où c'est leur journée. Puis ils ont le droit de prendre la parole, ils ont le droit de dire ce qu'ils aimeraient avoir comme société. C'est la journée. Et il y a une historique aussi derrière cette journée. Oui, c'est depuis 1987, le 17 octobre 1987, à Côte-Aligero, à Paris, que le père Joseph Rezanski, avec 100 000 personnes, ont inauguré la première dalle, premier monument dans le monde. Ensuite, il s'en est suivi d'autres. Nous sommes rendus à plus de 50 dalles dans le monde qui représentent le refus de la misère. Les gens, avec cette dalle-là, c'est pour se souvenir que la pauvreté existe puis l'exclusion existe aussi. Bon, et qu'est-ce qui fait que vous vous impliquez au sein d'ATD Carmont là, depuis quelques années maintenant? Parce que moi, je crois que l'injustice qui existe, l'inégalité, la pauvreté, ça ne devrait pas être. On devrait lutter contre ça, puis irradier. Oui. On devrait irradier la pauvreté. Parce que c'est un non-être, puis en plus, l'inégalité, c'est les hommes qui ont créé ça, mais c'est les hommes aussi qui devraient la détruire, cette pauvreté-là. Bon. Et là, en prévision de l'édition de cette année, parlez-nous un peu de votre président d'honneur. Bon, cette année, c'est notre 8e édition, parce que c'est une année spéciale. Parce que ça va faire 60 ans que le mouvement a été fondé à partir d'un bidonville en France. Ça fait 30 ans que nous soulignons cette journée mondiale du refus de la misère à travers le monde depuis 30 ans. Et ça fait 25 ans aussi que l'ONU a reconnu cette journée-là. Donc, on a 3 éléments à fêter. En plus, c'est le 100e anniversaire du père Joseph, qui est décédé, bien entendu. Mais par contre, cette année, on va le faire ressusciter, puis il va se présenter au parc pour pouvoir rencontrer les gens, tout ça. Et c'est François Massé qui va le ressusciter? Non. On a un comédien du Théâtre de Grand Prix qui va personnifier le père Joseph. Parce que je trouvais que c'était important cette année à cause de ces 3 dates importantes. Et pourquoi M. Massé? Puis M. Massé, bien là, ce qui arrive, c'est que M. Massé, il travaille dans un milieu scolaire, puis il travaille avec des jeunes qui veulent réussir à se créer une place dans la société. Donc, ils vivent l'exclusion, ils vivent la pauvreté, ils ont une certaine côté de jugement qu'ils reçoivent des regards des autres. Donc, peut-être ça les bloque, peut-être d'avancer. Je ne sais pas, c'est lui qui pourra en dire davantage à ce sujet-là. Bon, François Massé, expliquez-nous justement le contexte dans lequel vous travaillez. Bien, c'est ça, j'enseigne avec des jeunes en difficulté au CFR du Haut-Richelieu. Job palpitante, là, mais des jeunes qui ont de la difficulté au niveau académique. Donc, on oublie le diplôme de secondaire 5 pour eux. Donc, nous, on a 3 ans pour les préparer au marché du travail. Ouais. Donc, on essaie d'aller avec leurs forces puis avec ce que les employeurs demandent, donc la ponctualité, l'assiduité. Puis si on peut travailler ça puis avoir ça solide avec nos jeunes, bien, on finit par se trouver une place dans la société avec un salaire décent puis un niveau de vie acceptable. Et quel est le lien qu'on peut tracer entre la pauvreté que ces gens-là peuvent vivre ou l'exclusion, comme dit Mme Boulanger, et cette clientèle que vous avez devant vous là, à chaque jour au CFR? Mais je pense qu'en réalité, c'est comme une ligne du temps et peut-être éventuellement une partie de mes jeunes vont se retrouver un petit peu dans la pauvreté après ça, à l'âge adulte. Ils vont continuer à vivre en quelque part de l'indignité, si on peut dire, puis même du mépris, certains. Donc, en quelque part, je vois une continuité avec ce que je fais. J'ai toujours été impliqué, ma famille est impliquée à peu près dans toutes sortes d'organismes, donc c'est quelque chose qui est naturel chez moi de m'impliquer. Mais à titre de porte-parole, j'ai été le premier surpris parce qu'évidemment, je suis personne en tant que médiatiquement parlant. Puis en quelque part, en jasant avec Lise avant d'accepter, mais je dis, j'aime bien leur approche à ATD, c'est que dans le fond, peu importe c'est qui est là, justement, peut-être qu'ils peuvent plus s'identifier à ça. Donc, je pourrais être là moi aussi.
Parce que l'important, c'est le message, c'est pas tellement le messager. Fait que plus tu laisses de place au message, tant qu'à moi, mieux c'est. Bon. Et pour vous, comme citoyen actif, en contact, oui, peut-être avec la pauvreté, qu'est-ce que ça signifie pour vous de prendre une journée dans l'année et de dire aujourd'hui, c'est la journée où on dit, on refuse la misère. Hein? C'est parce qu'à un moment donné, on dit, ah, on accepte. On dit non, on refuse la misère. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on a. Ouais, Non, ça. je pensais à ça d'ailleurs tout à l'heure avant de venir. Tu sais, souvent, quand il arrive un drame dans notre famille, dans notre parenté, c'est là qu'on s'arrête, qu'on réfléchit, qu'on vit tous à 100 000 à l'heure. On veut tous performer dans notre métier, ouais, puis aux yeux de nos patrons. Puis, quand il arrive un drame dans notre famille, on revient aux choses de base, à l'essentiel, à l'amour, aux relations, puis à ces choses-là. Mais dans le fond, c'est la journée qu'on prend, on s'arrête, cette journée-là, le 17 octobre, et aujourd'hui, on y pense. Puis, justement, pour faire encore un lien avec ça, c'est qu'il y a une marche silencieuse après pour nous aider à réfléchir là-dessus, arrêter toujours, on est toujours en action, on parle, on agit, on clique, on visionne Netflix. Là, on arrête, puis on réfléchit pendant 3/4 d'heure, des choses qu'on se donne même plus le droit de faire ces temps-ci. Qu'est-ce qui va se passer dans le courant de cette journée? Premièrement, ça commence à quelle heure? Ça commence à 11 heures. Et puis, cette année, on dit stop à la pauvreté. Donc, on va demander aux gens s'ils veulent s'exprimer sur ça. C'est leur journée, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, nous avons un chanteur, Bruno Gillissen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il va nous jouer quelques morceaux de sa composition, de son dernier CD, Just for You. On va avoir les chœurs légers. Ensuite, la présence du père Joseph Rezensky. Ressuscité. Ressuscité, bien entendu. Et puis, l'exposition des différents monuments qu'il y a à travers le monde. Malheureusement, je ne les ai pas toutes. J'en ai seulement 35 sur 51 et plus. Mais on espère que peut-être qu'ici à Saint-Jean, on va en avoir un aussi, peut-être, éventuellement. Peut-être quelque chose à demander. On est en campagne électorale, là, c'est le temps. Il faut demander Ça, des c'est choses. une bonne idée, ça. Hein? Vous avez des bonnes idées à me soumettre. Hein? Donc, ce sont des monuments qui, dans le fond, sont significatifs pour oui, parce pour que le c'est des mouvement. monuments où les gens se rassemblent autour et puis qu'ils se rappellent qu'ils doivent lutter quotidiennement contre la pauvreté et contre l'exclusion puis les préjugés. Ça fait qu'ils s'unissent ensemble. C'est une façon de s'unir autour d'un monument. Puis aussi de rappeler aux autres que ça existe, ça. Puis il faut l'éliminer. Donc, animation, musique, il y aurait aussi une marche silencieuse. Une marche de solidarité silencieuse. Silencieuse, parce qu'on dit silencieuse, parce qu'on dit aux gens, prenez le temps de méditer et de penser à tout ce que les gens souffrent dans une journée par le regard, le mépris, les préjugés, les injustices. Prenez ce temps-là pour réfléchir. François Massé, est-ce que vous pensez que, oui, les préjugés ou le mépris existent encore? Est-ce que les choses évoluent? Parce que fut un temps où il y avait de ces gens qui disaient « Ah, les gens qui sont sur le bien-être social, ils profitent, etc. » Et pourtant, quand on regarde ça dans les chiffres, oui, il y a peut-être, oui, un faible pourcentage de profiteurs. Mais dans les faits, il n'y a pas grand monde qui sont sur le bien-être social par choix dans la vie. Là. Non. Non, c'est ça. C'est un cheminement pas volontaire. Là. C'est souvent la vie que mène là. Comme j'avais demandé dans une interview, un itinérant, on est tous à 2 claques à la gueule de se retrouver dans la rue. Je pense que c'est ça. Des fois, on est né avec notre bagage. Il y en a qui sont plus fortunés que d'autres. Si vous me permettez un aparté, ce que j'ai bien aimé dans ATD aussi, là, c'est malgré qu'on parle du Père Joseph, c'est pas quelque chose qui a une connotation religieuse. Oui. Donc, les gens peuvent se sentir à l'aise avec ça. C'est leur journée à ces gens-là de s'exprimer la parole. D'ailleurs, on dit les politiciens n'ont pas le droit de s'exprimer cette journée-là. C'est quelque chose d'agréable qui m'a appelé beaucoup. Puis, c'est ça. Puis, ce que j'aime aussi de ATD là-dessus, c'est que c'est vraiment la pensée de dire on va leur montrer à pêcher plutôt que leur donner du poisson. Donc, c'est toutes des choses qui venaient me chercher. C'était plus dans l'action, plus dans la dynamique. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait puis qui est un peu nouveau par rapport à ce que je connaissais jusqu'ici. Et ce fameux principe du partage de la richesse, y croyez-vous encore que c'est possible dans une société riche comme la nôtre? Bien, il faut y croire, mais il ne faut pas être crédule non plus. Ça ne sera jamais parfait. Mais rien que le fait de toujours avoir la petite conscience en arrière, oui, il y a des gens qui ont des difficultés à arriver. Je disais encore aujourd'hui là, que 2 Canadiennes ont 30 de ce que tous les gens ont au Canada.
il faut y réfléchir, il faut en être conscient peut-être, qu'il y en a des inégalités, puis on les voit. On se promène dans le quartier au centre-ville à Saint-Jean. Moi, j'ai grandi là, puis là, j'y retourne, puis même si j'ai grandi là, des fois, j'irais peut-être pas le soir, tu sais. Puis pourtant, je viens de là. Fait que... Je reste là. Donc, c'est ça. Vous êtes courageuse, Mme Boulanger, c'est ça? Fait que je vais pas chez elle le soir. Juste dans le jour. Donc, c'est un rendez-vous, donc, mardi qui vient, 17 octobre, dès 11 h le matin, au Parc Beaulieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la 8e édition de la Journée mondiale du refus de la misère qui est organisée ici à Saint-Jean par ATD Quart-Monde. Et puis, nous avons invité tous ceux qui se présentent à la mairie, au conseiller municipal, de venir servir leurs concitoyens, leur servir le repas. Parce qu'il y a un repas gratuit. C'est un repas qui est gratuit, évidemment. Un repas qui est gratuit, le transport est gratuit. Ils n'ont pas d'excuse de dire « je ne peux pas y aller, je n'ai pas d'argent ». Non, ça ne coûte absolument rien. Et le service sera gratuit par les candidats. Puis ils ont juste à venir puis ne pas avoir peur de se faire juger. Parce que tout le monde est égal cette journée-là. Ouais. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Le concours de photographie Zoom sur mon patrimoine célèbre cette année son 10e anniversaire et la thématique sera 10 lieux et vous avez jusqu'au 3 décembre pour vous inscrire. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal, mais l'émission fera relâche durant quelques semaines puisqu'on sera en élection et qu'il n'y a pas de conseil durant ce temps-là. Ça va revenir, bien sûr, au cours du mois de novembre. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. La carte pleine a été haussée cette année. Toujours 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour m'écrire par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.